Alors encore un exercice dans l'ensemble des polynômes, hein, qui sont les ensembles sur lesquels on travaille beaucoup avec des produits scalaires. Et là, on construit donc une application crochet qui a deux polynômes p et q de Rn de x, associe la somme des produits des polynômes évalués sur des nombres réels 2 à 2 distincts. Donc il s'agit de démontrer que cette application est un produit scalaire. Alors pour montrer qu'une application est un produit scalaire, on sait qu'il y a 3 points qu'on va faire dans un ordre particulier. Bon, je vais déjà dire que crochet est symétrique. Donc le crochet ici est symétrique. Alors je vais juste préciser pourquoi il est symétrique. Il faut que je sois capable de permuter en fait P de AK et Q de AK. Mais P de AK et Q de AK c'est des nombres réels, donc on peut parfaitement les permuter. Donc je vais dire symétrique par commutativité du produit des réels, puisque j'ai juste à permuter ces termes-là pour justifier l'égalité entre les deux. Par commutativité du produit des réels. Donc ça, c'est déjà acté. Donc étant donné que j'ai la symétrie, j'ai juste à montrer la linéarité par rapport à la première place. Pour ça, je vais me donner 3 polynômes. 2 pour la première place, 1 pour la deuxième place. Donc des polynômes de E. Et je vais me donner aussi 2 scalaires alpha, bêta. Bien évidemment des nombres réels, puisqu'on travaille dans un espace euclidien. On va travailler le crochet de alpha p plus bêta q avec R. J'applique la définition. Donc c'est la somme pour k variant entre 0 et n de ce polynôme évalué en AK, c'est-à-dire alpha p de AK plus bêta q de AK, multiplié par ce polynôme évalué en AK. Là, si j'utilise d'une part la distributivité du produit par rapport à la somme et d'autre part la linéarité de la somme, on va récupérer alpha somme pour k variant entre 0 et n des P de AK, R de AK, plus bêta, somme pour k variant entre 0 et n, des Q de AK fois R de AK. Là, on reconnaît tout de suite alpha, le crochet de P et de R, plus bêta fois le crochet de Q et de R, ce qui atteste bien que crochet est linéaire par rapport à sa première place, et donc bilinéaire étant donné qu'il est déjà symétrique. Alors il nous reste plus qu'à démontrer que crochet est positif et défini. Alors les deux se montrent successivement. On va prendre un polynôme de E et on calcule le crochet de P par P. Alors on applique la définition, ça va me donner la somme pour k variant entre 0 et n des P des AK au carré. Donc c'est clairement un nombre positif puisque c'est une somme de nombres réels positifs. De plus, on observe que ce crochet de P par P est nul. À quelles conditions nécessaires et suffisantes? Ça veut dire que cette somme de termes positifs est nulle. Or, une somme de termes positifs est nulle si et seulement si tous les termes sont nuls. Donc là, voilà ce qu'on récupère comme condition sur P. Donc les P de AK au carré sont nuls. Donc les P de AK sont nuls. Alors n'oublions pas ce qu'on manipule. Hein. P ici est un polynôme de E. E c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc ce que je dois démontrer sur P, c'est que c'est le polynôme nul. Et je vais donc observer ce que me donne cette relation-là. Et bien cette relation, elle me donne des enseignements sur les racines. Elle me dit que A0 jusqu'à AN sont des racines, hein, pour l'instant ça reste des racines de P. J'en ai, a priori de ces racines, j'en ai n plus une distincte. Voilà ce qu'on en a trouvé. Et on sait par ailleurs que le degré de P est inférieur ou égal à n. On a un théorème qui nous dit qu'un polynôme de degré inférieur ou égal à n possède au plus n racines distinctes, s'il est non nul. Et donc, comme on a un polynôme de degré inférieur ou égal à n qui possède au moins n plus une racine distincte, eh bien on sait qu'il n'y a pas le choix. Ce polynôme, c'est nécessairement le polynôme nul. Ce qui permet bien de dire que l'application crochet est un produit scalaire sur E, puisqu'on vient de démontrer qu'elle est symétrique linéaire par rapport à la première place, donc symétrique et bilinéaire, est définie positif. Donc on a bien démontré que Rn de x, muni de l'application crochet,
c'est un espace euclidien, puisqu'il est par ailleurs de dimension finie, il est de dimension n plus 1. Pour la deuxième question, on doit calculer la distance entre un polynôme quelconque de E et h. Alors ça nécessite déjà de faire un travail sur h, par exemple de savoir si h est un sous-espace vectoriel, et si oui, quelle est sa dimension, puisqu'on sait que ça va avoir une importance dans le calcul de cette distance. On s'aperçoit déjà que h il est donné par une équation, et que une équation, on peut naturellement la représenter par un produit scalaire par application du théorème de Ries. Hors programme, mais si précieux. Donc l'idée, c'est de voir, est-ce que ça ne peut pas s'écrire comme un produit scalaire, sachant que le produit scalaire entre deux polynômes s'exprime de cette façon-là. Donc là, il va y avoir une analyse à faire par rapport à l'équation et le produit scalaire. Alors si on prend un polynôme P de l'espace E, on peut donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il soit dans H, mais plutôt que de chercher une famille génératrice, on va plutôt essayer d'exploiter donc le théorème de Ries en essayant de faire apparaître un produit scalaire. Pour faire apparaître un produit scalaire, bien, étant donné que le produit scalaire là-haut nous dit que c'est la somme des produits des polynômes évalués sur les AK, ça veut donc dire que le polynôme que l'on cherche, lorsqu'il est évalué en AK, il vaut 1, pour A0, pour A1, etc. jusqu'à AN. Donc finalement, pour pouvoir appliquer le théorème de Ries, on cherche un polynôme de degré inférieur ou égal à n qui prend comme valeur 1 sur n plus une valeur. Eh bien, pourquoi pas le polynôme constant égal à 1 qui vérifie cette propriété. Donc on peut dire que le polynôme P scalaire, le polynôme constant égal à 1, est égal à 0. C'est une condition nécessaire et suffisante pour être dans H. De là, on peut dire que pour être dans H, il suffit d'être un polynôme de E et d'être orthogonal au polynôme constant égal à 1. Ce qui va permettre donc de définir H comme étant l'orthogonale du polynôme constant égal à 1. Si je veux avoir l'orthogonale d'un espace vectoriel, eh bien il s'agit de l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par 1, ou si vous préférez, comme l'espace vectoriel engendré par 1, c'est l'ensemble des polynômes de degré 0, H est l'orthogonale des polynômes de degré 0. Donc, H est un sous-espace vectoriel de l'espace E. Si on veut sa dimension, on constate que l'orthogonale de H, c'est l'orthogonale de le double orthogonal de ce sous-espace vectoriel. Donc l'orthogonale de H, c'est R0 de X. Par conséquent, la dimension de l'orthogonale de H, c'est 1. Ce qui veut donc dire que l'orthogonale de H est une droite vectorielle. Et donc que la dimension de H, c'est la dimension de E moins la dimension de son orthogonale, donc moins 1, c'est-à-dire n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n. Ce qui signifie que H est un hyperplan de l'espace E. Alors dès lors, ça va être assez facile de calculer la distance entre un polynôme quelconque de E et le polynôme et l'espace vectoriel H. Donc si H, je le représente dans R3, pour pouvoir faire un dessin, c'est un hyperplan, donc c'est symbolisé par un plan, un espace de dimension 2 dans R3. Son orthogonale, bon, on va le représenter de cette manière-là. Et nous, ce qu'on sait, c'est que son orthogonale est dirigée par une droite vectorielle. Il est dirigé, enfin, c'est une droite vectorielle dirigée par le polynôme constant égal à 1, puisque c'est l'ensemble des polynômes constants. Et donc, ces deux sous-espaces vectoriels sont orthogonaux. Moralité, pour calculer la distance entre le polynôme Q et l'hyperplan H, eh bien, la bonne idée, c'est évidemment de projeter sur l'orthogonale de H pour calculer cette distance. C'est donc la norme du projeté sur l'orthogonale de H du polynôme Q. Et l'orthogonale de H étant de dimension 1, eh bien, cette projection, elle est très très facile à calculer. Donc, on imagine que le polynôme Q, c'est le polynôme qui est ici. Pour calculer la distance entre X et l'espace vectoriel H, on calcule le projeté sur l'orthogonale de H du polynôme Q, et on évalue donc la norme de ce vecteur-là qui va nous donner la distance
entre le polynôme Q et le sous-espace vectoriel H. Alors, pour projeter sur H, il nous faut une base orthonormée de H. Donc, il nous faut calculer la norme de ce vecteur directeur. Bon, on va prendre la norme au carré, c'est le produit scalaire de 1 par 1. Donc, ça va être la somme des polynômes 1 évalués en AK, polynôme 1 évalué en AK. C'est donc la somme des 1 avec des indices qui varient entre 0 et n. Cette norme au carré, elle vaut donc n plus 1. La norme de 1 est donc égale à 1 sur racine de n plus 1. Donc, le projeter sur l'orthogonale de H du polynôme Q, comme l'orthogonale de H, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur normé 1 sur racine de n plus 1, c'est donc le produit scalaire du polynôme Q par 1 sur racine de n plus 1, multiplié par le polynôme 1 sur racine de n plus 1. Voilà ce que je récupère. Et donc, la norme de ce polynôme-là, c'est donc égal à 1 sur racine de n plus 1, multiplié par la valeur absolue du produit scalaire de Q par 1, puisque ceci c'est de norme 1, on a normé le vecteur, et donc par homogénéité, la norme de ce vecteur, c'est la norme de ce vecteur fois la valeur absolue de ce scalaire, et la valeur absolue de ce scalaire par linéarité du produit scalaire par rapport à la première place, c'est le terme qui est ici. Or, le produit scalaire de Q par 1 est complètement calculable, c'est la valeur absolue de Q de A0, plus etc., plus Q de AN, sur racine de n plus 1. On vient donc de calculer la distance entre notre polynôme et notre espace vectoriel H, notre hyperplan H. C'est donc la somme de ce polynôme évalué au point 0 à n, divisé par racine de n plus 1. Alors il nous reste à trouver une base orthonormée de E pour ce produit scalaire. Et quand on regarde ce produit scalaire, on se dit, il ressemble au produit scalaire canonique de Rn plus 1, à ceci près que là je devrais avoir des xk, c'est-à-dire des coordonnées de mon nuplet dans une base. Donc je me dis, pour construire une base orthonormée, il suffirait qu'on fasse quoi? Il suffirait qu'on trouve des polynômes, je vais les appeler AK, tels que le polynôme AK, si je l'évalue sur A0, etc., si je l'évalue sur AN, l'évaluation de ce polynôme sur ces différentes valeurs devrait nous donner un nuplet de ce type-là. Si j'arrive à construire un polynôme tel que j'ai ça, la somme qu'on récupère ici, ça correspondrait à notre produit scalaire canonique sur Rn plus 1, puisque j'aurai n plus 1 terme dans la somme. Donc la question, c'est si je suis capable de trouver un polynôme qui vérifie ce cahier des charges, c'est-à-dire que quel que soit i compris entre 0 et n, ce que l'on veut, c'est que le polynôme AK évalué en AI soit égal à delta IK. Delta KI, c'est pareil. C'est-à-dire que notre polynôme AK évalué en AI vale 1 si K est égal à I et 0 sinon. Si on trouve un tel polynôme, on aura évidemment gagné. Mais on connaît les tels polynômes. Le polynôme AK, c'est le polynôme interpolateur de Lagrange sur le n plus 1 uplet, suivant. C'est-à-dire ce polynôme AK, on sait le calculer, on sait qu'il va posséder comme racine tous les AI sauf le terme AK. Donc ça va nous donner le produit des x moins AI pour i varie entre 0 et n avec i différent de k. Et comme je veux qu'il prenne la valeur 1 en AK, je dois le diviser par AK moins AI, ce qui a bien un sens puisque les AI sont 2 à 2 distincts. Si je considère ce polynôme par définition, eh bien j'ai que AK de AI est égal à 1 si K est égal à I et 0 sinon. Moralité, si je prends cette famille de polynômes, si je calcule le produit scalaire du polynôme AI par le polynôme AI, ça va me donner quoi? Ça va me donner la somme pour K variant entre 0 et n des AIK, donc ça va me faire du delta IK fois delta IK, et ça vaut 1 uniquement si I est égal à K, donc ça va juste être égal à delta II,
tous les autres termes sont nuls, c'est-à-dire c'est égal à 1. Et si vous calculez le produit scalaire entre AI et AJ avec I différent de J, vous allez récupérer ici la somme pour K variant entre 0 et N, donc de delta IK multiplié par delta JK. Or, ce terme-là, le premier ne vaut 1 que si I est égal à K. Donc on va récupérer que cette somme, c'est delta II, delta IJ, mais comme I est différent de J, ce terme-là est nul, donc on récupère 0. Moralité, en prenant les polynômes interpolateurs de Lagrange sur les vecteurs de la base canonique de Rn plus 1, enfin qui interpolent les vecteurs de la base canonique de Rn plus 1, on récupère une base orthonormée pour ce produit scalaire. Donc là, il y a une analogie à faire avec le produit scalaire qu'on connaît sur Rn plus 1. On n'a plus qu'à trouver les polynômes qui leur sont associés, et on peut conclure directement que la famille des polynômes interpolateurs de Lagrange, au point de la base canonique, est une base orthonormée. Donc on n'a plus qu'à faire varier K entre 0 ici et N. Voilà donc notre base orthonormée, elle est même construite complètement, explicitement, base orthonormée de Rn, munie de ce produit scalaire. Bon, on se doutait bien que ce produit scalaire, il dépendait de la valeur de notre polynôme au point 2 à 2 distinct à K. On se doutait bien que les polynômes interpolateurs de Lagrange, ils allaient pointer le bout de leur nez.